Et j'accueille Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Premier Laurent. secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que je me trompe en disant ce matin que Boris Vallaud, qui est le chef des députés socialistes, hier a lancé un véritable ultimatum au gouvernement sur la discussion budgétaire qui commence cet après-midi à 15h dans l'hémicycle? Il y a eu un avertissement, y compris en commission des finances, qui a, depuis le début de la semaine, cherché à examiner le texte qui était proposé par le gouvernement. Et comme vous l'aurez noté, ce texte n'a pas trouvé de majorité. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, une réalité, c'est que si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, il n'y aurait aucune marge de manœuvre accordée donc sur le PLF et sur le PLFSS, sur le budget de l'État et sur celui de la Sécurité sociale. Et donc, en réalité, ce serait terminé. Alors attendez, donc, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, ce que vous dites ce matin, et ce qu'a dit Boris Vallaud hier, c'est en clair, s'il n'y a pas de taxe Zuckman, s'il n'y a pas de retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'il n'y a pas de mesures majeures avec des milliards à la clé sur la fiscalité des plus riches, il n'y aura pas de budget, vous ne voterez pas, et en plus vous ferez tomber le gouvernement, c'est bien ça? Vous avez bien compris. Vous avez bien compris tout simplement parce que, alors, je veux quand même préciser les choses. Il ne s'agit pas de dire que nous serions des taxophiles, le but n'est pas là. Mais simplement, il faut comprendre que nous examinons dans un premier temps la partie recette du budget. Si nous n'avons pas de recettes supplémentaires, nous ne pourrons pas corriger le reste de la copie qui viendra après. Et par exemple, moi je ne voterai jamais, et je me battrai même contre un budget qui ferait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des familles. Tout ça n'est pas supportable. On ne peut pas demander à toutes ces catégories-là de la population, aux classes populaires, aux classes moyennes, de continuer à faire des efforts quand les plus riches n'en font pas. Et ce que tout le monde doit comprendre, c'est que tout ce que les plus riches ne paieront pas, tous les autres auront à le payer. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a effectivement de gros efforts à faire, et de l'ordre de 15-16 milliards aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin d'avancer. Si ça n'était pas le cas... Je vous laisse entre les mains de mes camarades. Est-ce que ça veut dire que c'est la taxe Zuckman, rien que la taxe Zuckman? Ça veut dire que la taxe Zuckman est une solution, et au gouvernement de faire la démonstration qu'il y a une autre solution. Moi, ce que je veux, c'est un rendement. Ce que je veux, c'est qu'on ait assez d'argent dans nos poches pour éviter de prendre dans les poches des Français moyens, ordinaires, qui, eux, n'en peuvent déjà plus. Et donc, il y a nécessité... alors attendez, soyons concrets ce matin. Vous avez employé le mot de rendement. Vous avez dit rendement. La taxe Zuckman, vous espériez en recueillir 15 milliards d'euros au bas mot. Peut-être 20 même, disaient certains. Vous voulez combien pour considérer que l'effort demandé aux plus riches est suffisant? Moi, je pense que si on arrive à trouver de l'ordre de entre 15 et 20 milliards, effectivement, d'euros de recettes supplémentaires, eh bien, effectivement, nous avons là les moyens de corriger la copie, de corriger une copie qui est... Donc, à moins de 15 milliards, c'est censure du gouvernement. La copie initiale du gouvernement ne sera pas la copie de sortie. Alors après, il y a un équilibre, pardon de la technique, mais il y a un équilibre entre les nouvelles recettes et puis le montant du déficit, puisque le Premier ministre a laissé passer l'idée qu'on ne serait pas forcément à 4,7 points de PIB de déficit, peut-être on irait jusqu'à 5. Donc c'est peut-être pas 15 milliards, ça peut être moins. Ça veut dire qu'il faut retrouver des marges de manœuvre pour éviter tout ce que la copie initiale comprend, l'abattement sur les retraités, je pense au gel des pensions de retraite, au gel des prestations sociales, à tout ce qui va faire rentrer dans l'impôt sur le revenu des gens qui n'y sont pas aujourd'hui, toutes ces séries d'horreurs qui aujourd'hui frappent les Français et qu'il faut retirer. Et pour les retirer, il faut des moyens pour cela. Est-ce qu'il faut obligatoirement taper sur les riches? Jean-René Cazeneuve, qui est du socle commun de Renaissance, a fait une proposition, peut-être, c'est de taxer davantage les GAFAM. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous conviendrait, avec un rendement là aussi autour de 15 milliards visiblement? Non, c'est pas 15 milliards. Enfin, la réalité, d'abord, nous avons nous-mêmes proposé d'augmenter la taxe sur les GAFAM, nous l'avons proposé dès le mois d'août. Donc, ça n'est pas pour nous, évidemment, un problème. Simplement, il faut faire attention là aussi. Les GAFAM, il faut effectivement augmenter leur contribution. Dans quelle proportion? Les GAFAM, pour que ceux qui nous regardent, c'est Google, Apple, c'est les géants de la tech.
Oui, il ne propose pas 15 milliards. Mais il faut faire attention là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une mesure de rétorsion du côté américain qui coûterait plus cher en réalité aux entreprises françaises que l'inverse? Donc il faut taper sur les riches, les gros patrimoines. Mais il faut taper sur les GAFAM, il faut taper sur les ultra-riches, bien sûr. Il faut taper sur les héritages, sur les super-héritages aussi. Il faut faire en sorte qu'on prenne l'argent là où il est disponible. Tout ça en 2 jours, d'ici à lundi. Tout ça à lundi, vous pensez que vous pouvez trouver des accords? Jérémy Frottin, rendez-vous compte quand même que la semaine dernière, Bernard Arnault, première fortune de France, qui a une fortune qui est de plus de 150 milliards d'euros, a gagné en une journée 19 milliards de dollars. Est-ce que vous considérez que quelqu'un qui gagne en une journée 19 milliards de dollars ne peut pas contribuer plus largement à la prospérité commune? Est-ce que c'est possible de l'imaginer ou pas? C'est la question à l'essentiel. Est-ce qu'il est possible d'imaginer d'avoir ces débats sans parler de Bernard Arnault? Voilà l'autre question. Mais pour vous, je remarque que la sémantique est importante. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un avertissement. Vous vous dégagez toujours une petite marge. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec les conséquences politiques de l'ultimatum ou de l'avertissement et de forcer une dissolution? Et possiblement de politiquement avoir à vivre avec les conséquences d'une dissolution. Parce que votre menace, elle est opérante si Monsieur Lecornu pense que vous avez le cran d'aller jusqu'au bout. Mais nous avons déjà fait la démonstration à plusieurs reprises que nous avions à la fois le cran de chercher à négocier quand il y avait quelque chose à négocier et que nous avions aussi le cran d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la censure et jusqu'à la dissolution, si nécessité s'en faisait sentir. Mais j'ai eu l'impression, pendant cette semaine où on ne savait plus vraiment qui était Premier ministre, si M. Lecornu restait ou s'en allait, que vous avez eu un petit frisson quand même à l'idée qu'on se retrouve plus rapidement que prévu dans un scénario de dissolution. Non, aucun frisson. Aucun frisson. Je vous rassure, aucun frisson. Je suis maintenant rassuré. Néla Latrousse. Vous avez un désaccord plus fondamental avec Sébastien Lecornu, au-delà même de la taxe Zuckman, c'est son rendement, donc on évoquait il y a quelques instants. Les services de Matignon disent que ça ne ramènerait pas 15 à 20 milliards. Dans la mesure où... Non mais ils disent ça aura des effets néfastes et ça ne rapportera pas autant. En partant du principe, en contestant la méthodologie qui a été utilisée, à savoir reposer sur le classement Forbes, en disant que finalement ce n'était pas une source de scientifique pour le calcul d'une telle taxe. Est-ce que en dessous de 15 milliards, ça ne discute pas, encore une fois, si vous tombez sur un effort fiscal de 10 milliards qui repose sur un bassin à définir avec le Premier ministre, ou est-ce que c'est vraiment, qu'importe vos questionnements sur la méthode, c'est 15 à 20 milliards et rien d'autre? Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux un rendement. Oui. Je veux qu'on puisse épargner les classes populaires et la classe moyenne. Oui, mais ce n'est pas la même chose si vous divergez sur le rendement de la taxe et que vous arrivez à un effort finalement et à si le gouvernement considère que la taxe Zuckman ne rapporte que 5 milliards, eh bien... Il faut trouver autre chose. Bien sûr qu'il faudra trouver autre chose, mais jusqu'ici, ce qu'on nous expliquait, c'est que c'était trop. Il ne fallait pas spolier les grandes fortunes. Oui. Bon, si ça ne prélève que 5 milliards sur les grandes fortunes, alors allons-y. Quel est le problème? En fait, vous pensez vraiment que des gens qui ont accumulé, enfin qui sont passés d'un patrimoine de 600 milliards à 1200 milliards en 8 ans, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas leur prélever 5 milliards? Si on ne peut pas leur prélever 5 milliards, alors comment voulez-vous, dans le même temps, prélever en fait près de 4 milliards sur les prestations sociales, sur les pensions de retraite, etc. Olivier Faure, moi j'aime bien qu'on raconte les coulisses de ce qui se passe, pour que les gens comprennent. Il y a ce qui va se discuter dans l'hémicycle. Les députés vont commencer à plancher cet après-midi à 15h, ils vont travailler samedi, ils vont travailler toute la semaine prochaine. Le vote solennel, c'est le 4 novembre. Pendant qu'il y a ce travail-là dans l'hémicycle, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que vous discutez avec le Premier ministre parallèlement à ce qui se passe dans l'hémicycle pour discuter du meilleur périmètre possible pour qu'il n'y ait pas cette censure et que on puisse voter, que vous puissiez voter ce budget? Mais évidemment que des contacts existent, mais le débat, il aura lieu à ciel ouvert. D'accord, mais c'est important. Lors de ces contacts, vous discutez de quoi concrètement? Mais de ce que je vous dis là, et il n'y a pas de on et de off, il y a en réalité un débat qui est un débat que nous devons avoir devant les Français, dans l'hémicycle, et il y aura à ce moment-là la vérité des prix, qui a commencé d'ailleurs en commission. C'est qu'un élément parallèle à ce qu'on vient de se dire. Mais vous aviez jusqu'ici un Rassemblement national qui s'est toujours tiré de toutes les discussions en appelant à la dissolution, à la démission, tout ce que vous voulez, mais qui ne disait jamais ce qu'il était. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte que les masques tombaient,
Le RN n'est pas un parti qui protège les classes populaires et la classe moyenne. C'est un parti qui est du côté du grand capital. C'est un parti Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais ils sont absolument contre toute forme de taxation des plus riches. Ils ont défendu les plus riches tout au long de la commission des finances. Et nous allons maintenant voir en séance publique qu'ils vont à nouveau, j'imagine, prolonger ce qu'ils ont fait en commission, et nous verrons bien que c'était une imposture et qu'en réalité ces gens qui se sont fait passer pour les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, en réalité n'ont Dieu que pour en fait Vincent Bolloré. Bon, en tout cas une information, hein, le Parti socialiste, les députés discutent bien avec Matignon pour trouver une porte de sortie, sans savoir d'ailleurs si cette porte de sortie sera ouverte ou fermée. Aurore Malval. Par rapport à ça, je reviens sur la question de la suspension de la réforme des retraites. Donc cette lettre rectificative qui en a précisé les modalités de financement, est-ce que vous avez une impression d'une entourloupe là, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord sur les pistes qui sont proposées, donc notamment de faire payer aux retraités la suspension de cette réforme? Non, comment ça s'est décidé finalement? C'est le gouvernement qui a accédé à notre demande d'avoir une lettre rectificative qui permet de sécuriser le processus. Enfin, là, on ne rentre pas dans la technique, mais en gros, maintenant, on est sûr que la suspension aura lieu. Maintenant, mais à quel prix? Le problème, c'est à quel prix et qui paye. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Mais vous pouvez regarder sur le site de l'Assemblée, il y a la lettre rectificative avec une annotation manuscrite du Premier ministre qui dit à débattre sur la façon dont on va financer cette suspension. Et donc nous débattrons et nous nous opposerons au financement tel qu'il est prévu aujourd'hui. On ne peut pas dire que parce qu'on va permettre à des gens de partir plus tôt, ce sont les autres retraités qui doivent le payer. Mais donc ça n'est pas possible. Sur le budget, Sébastien Lecornu a dit que ce ne serait pas le budget Sébastien Lecornu. Mais on a l'impression que vous voulez que ce soit le budget Olivier Faure. Mais le budget Olivier Faure ne trouvera pas non plus de majorité. Bien sûr. Le budget Olivier Faure tombera parce que les LR ou Horizon voteront contre. Donc en réalité, il n'y aura pas du tout de budget. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire monter trop les enchères actuellement, avec un risque au final politique que tout ça se réduise à l'état de poussière en réalité? Attendez, on parle de quelle copie? Non mais on parle d'une copie qui est une copie partagée entre, en réalité, à la fois les LR et ce qu'on a appelé je sais plus comment on les appelle. Le bloc central. Le bloc central. Bon, eh bien, en fait, tous ces gens-là étaient d'accord sur la copie initiale. C'était même la copie initiale du gouvernement Lecornu 1, dans lequel ils étaient tous présents. Donc cette copie-là, c'est la leur. On part de leur copie. Et donc nous amendons leur copie. Et il n'est pas illogique, majorité, il n'est pas illogique que nous ayons des exigences, parce que c'est quand même un peu fort de café. Nous avons l'an passé été placés en tête par les Français dans le scrutin. Ils sont, eux, au gouvernement. Les LR sont encore au gouvernement, puisqu'ils sont simplement suspendus, pour ceux qui y sont. Et je rappelle que ces gens-là ont fait 5%. Donc, comment est-il possible qu'on nous demande à nous de vouloir approuver un Premier ministre, un gouvernement et une politique qui ont été défiées par les Français, et maintenant il faudrait en plus qu'on baisse pavillon. Non, nous ne baisserons pas pavillon. Et donc nous exigeons effectivement de vrais correctifs. Si ces correctifs n'existent pas, alors nous partirons aux urnes. Et ça n'est pas si grave. Moi, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que vous êtes en train de dire on va censurer tout Premier ministre, en fait? Il faut que nous ayons un budget avant la fin de l'année, mais si à un moment il n'est pas possible d'en trouver les conditions, alors nous irons aux urnes. Donc ça revient à dire nous censurerons tout Premier ministre. Parce que si je fais de la politique fiction pour vous suivre, Sébastien Lecornu, qui a une autorité toute relative sur ce bloc central, c'est-à-dire que ce coup de pression fonctionne s'il avait la main sur la majorité, que l'ensemble des députés l'écoutaient, de LR jusqu'à EPR, c'est-à-dire Renaissance, le groupe de Gabriel Attal. C'est pas franchement le cas. Vous censurez Sébastien Lecornu. Derrière, pas de budget, ou en tout cas difficilement des débats budgétaires dans les temps contraints par la Constitution. Ça veut dire très probablement, si un nouveau Premier ministre est nommé, ordonnance. Aucune raison par ordonnance de vous accorder la même chose que Sébastien Lecornu a refusé sur la taxation des plus riches, etc. Donc, non, mais je continue le scénario. On recensure. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Nous censurons. Mais vous êtes en train d'expliquer très exactement les raisons pour lesquelles nous n'avons pas censuré a priori. Et donc, je partage complètement ce point de vue. Mais donc, ça veut dire censure de tout Premier ministre renommé par Emmanuel Macron qui ne céderait pas à vos demandes. Mais il y aura une discussion. Et la réalité, c'est que nous avons quand même, c'est là où je trouve ça, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. La réalité, c'est que nous avons fait l'effort de ne pas censurer un Premier ministre, a priori, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, parce que c'était en réalité très contre-productif, puisqu'en réalité, nous nous serions fait imposer
tout ce que nous ne voulons pas. Donc nous avons accepté d'entrer dans la discussion. Maintenant, il faut qu'il y ait une discussion. Pour l'instant, nous n'avons pas vu trace de la volonté de compromis de la part du bloc central. Et l'avertissement, il n'est pas simplement pour le Premier ministre, il est aussi pour les groupes parlementaires qui constituent ce bloc central et qui ont eux aussi une part de la réponse. Et donc c'est à eux aussi de faire l'effort. Stéphane Bureau. Vous parlez de ce que sur la question des dépenses, des revenus, il faut faire des gains. Vous voulez absolument faire des gains, soit. Mais sur la question des dépenses, où êtes-vous prêt à retrouver, peut-être à mi-chemin, M. Lecornu et le fameux bloc central? Parce que nécessairement, il doit y avoir un point d'équilibre. Sinon, on se retrouve dans l'impasse, comme le dit Néla. Et êtes-vous prêt à mettre sur la table déjà d'annoncer des choix que vous seriez prêt à concéder au gouvernement? Mais vous aurez noté que j'ai parlé tout à l'heure d'entre 16 et 20 milliards. Je n'ai pas dit que c'était l'intégralité de ce qui était proposé qu'il fallait rejeter. Donc j'ai bien conscience du fait qu'il faut arriver à trouver une trajectoire de désendettement du pays. Et quand nous avons proposé notre propre contre-budget au mois d'août, nous avons fixé une trajectoire à 5%, ce qui n'est pas en fait... ce qui est très éloigné de ce que propose Sébastien Lecornu. Il propose 4,7, on propose 5, on est à 5,4 aujourd'hui, donc on est à mi-chemin, et cette trajectoire, nous ne l'avons pas fixée seule, c'est la trajectoire fixée par l'OFCE, et donc nous sommes dans une situation où nous cherchons à faire à la fois du désendettement, mais ne pas étouffer l'économie. Si vous tuez la consommation populaire, vous tuez l'économie tout court, et vous n'aurez pas de croissance, donc nous avons besoin là de maintenir un effort qui soit un effort soutenu, mais un effort qui soit acceptable, un effort qui ne porte pas principalement sur les classes populaires et la classe moyenne, parce que si c'est eux qui payent, vous savez que vous allez effondrer l'économie française. Je reviens sur ce que Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, a dit hier. Il a dit, moi ça m'a frappé cette phrase, il a dit « Tout se joue ce week-end ». Parce que je le disais, les députés vont travailler dès cet après-midi, toute la journée de samedi, et puis reprendre la semaine prochaine. Pourquoi ce week-end? Ça veut dire que dès ce week-end, vous pourriez dire « Ok, le compte n'y est pas, on arrête les frais et mettre le pouce en bas ». Parce que dans la discussion des premiers articles, il y a là, en fait, des éléments qui permettent de se dire si nous aurons des marges de manœuvre ou pas pour la suite. Et donc, si... c'est peut-être pas simplement aujourd'hui. D'ailleurs, ce soir, on va commencer les articles à 21h. Mais ce soir, demain, lundi, il y a l'essentiel de ce que peut être la marge de manœuvre d'un budget qui permettrait ensuite d'enlever tout ce qu'on a appelé nous-mêmes le musée des horreurs. Donc si nous n'avons pas les moyens de retirer ensuite les horreurs, effectivement, il n'y a plus de débat possible. Quand on vous écoute, on a l'impression vraiment que le pouvoir est vraiment entre Matignon et le Parlement. Est-ce qu'il y a un troisième personnage, le président de la République, qui gêne les discussions que vous pouvez avoir avec le Premier ministre, ou est-ce que vous avez le sentiment que le Premier ministre a carte blanche pour négocier avec vous? Je n'en sais rien. Le nom du président de la République n'apparaît jamais dans les discussions. Mais peut-être est-il effectivement un frein, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mais simplement, ce que je sais, c'est qu'il y a en fait un chemin qui est étroit. Nous avons fait un pari. Le pari, il est un pari conjoint. Se dire que nous pouvons avoir un Parlement qui, en liberté, parvient à trouver à un moment une voie de passage, donc des compromis qui permettent au pays d'avancer. Voilà, c'est simple. Vous parlez avec Gabriel Attal, avec Laurent Wauquiez, avec Marc Fesneau, puisque vraisemblablement, vous dites, c'est au Parlement de trouver les voies du compromis. Or, pour l'instant, le message de Boris Vallaud, il est adressé à Sébastien Lecornu et pas aux autres présidents de groupe. Est-ce que vous discutez entre vous? Boris Vallaud s'adresse aussi au président de groupe. Vous nous avez dit, on parle avec Matignon. Il y a des échanges. Est-ce que vous avez des échanges avec les autres présidents de groupe parlementaires? Il y a des échanges entre les présidents de groupe parlementaires, bien sûr, et il y a évidemment une discussion ininterrompue. Et donc, c'est... Comment? Mais infertile, vraisemblablement. Mais inabouti. Donc, pour l'instant, nous n'en sommes pas... Enfin, vous avez le résultat de la commission. Mais si vous voulez qu'on reproduise en séance publique ce qu'on a fait en commission... Non, il disait hier, ce n'est pas un échec, c'est juste un rejet. Et il disait, il y aura de la responsabilité dans l'hémicycle. Ça, vous ne croyez pas? Si, j'y crois. Je crois que c'est possible. Je suis pas venu ce matin vous dire, c'est fini. Je suis en train de vous dire que, pour l'instant... on est très loin du compte. Et que donc, il y a une discussion qui va être une discussion difficile, que nous mènerons ardemment, et nous ferons en sorte de nous faire entendre, parce que si nous ne sommes pas entendus, l'histoire s'arrête. Stéphane, j'ai noté tout à l'heure que vous avez dit « nous avons été choisis il y a un an par la majorité des Français ».
Ce nous est-il encore existant? Est-ce qu'il y a un nous de la gauche qui travaille ou ce sont les socialistes en cavalier seul qui, aujourd'hui, arbitrent les débats? Avez-vous l'impression de parler aussi avec vos anciens amis? Mais il n'y a pas d'anciens amis. En fait, il y a des amis, il y a des gens avec qui je partage des combats et avec lesquels je continue à partager des combats. On a beaucoup parlé de la taxe Zuckman. On pourrait aussi parler de la suspension des retraites. On pourrait parler de tout ce qui a été notre socle commun à nous. Il y a toujours un nous? Il y a toujours un nous, bien sûr. Avec les insoumis en commission, aussi? Mais en commission, les combats sont souvent des combats partagés où nous votons ensemble les mêmes amendements. Après, il y a ceux qui sont dans une forme d'intransigeance et qui considèrent que c'est tout ou rien. Vous n'êtes donc pas dans les intransigeants, dans le camp des intransigeants? Nous considérons que c'est pas tout ou rien parce que si c'est tout ou rien, ce sera rien. Donc nous préférons évidemment le fait d'avoir au moins une partie de ce que nous cherchons. Mais sur les objectifs fixés, bien sûr que nous sommes ensemble. C'est pas un peu compliqué, dangereux même, de jouer avec le feu, la censure, etc., au moment où une troisième agence de notation s'apprête peut-être à dégrader la note de la France? On imagine les conséquences d'une censure. Vous dites tout se joue ce week-end. Donc ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir déjà peut-être une censure qui arriverait dès le début de la semaine prochaine. C'est pas dangereux de jouer avec le feu comme ça, compte tenu de la situation économique de la France? Laurent Neumann, en fait, le gouvernement chiffre à 15 milliards le coût d'une dissolution. Je vous ai dit que moi je cherchais des marges de manœuvre entre 15 et 20 milliards. Et qu'est-ce que préfère le gouvernement? Il préfère chercher une stabilité avec nous et faire en sorte qu'il y ait une vraie évolution pour épargner les Françaises et les Français qui ne peuvent plus payer ce qu'on leur demande? Ou est-ce qu'ils préfèrent une dissolution qui lui coûtera de toute façon 15 milliards? Moi, je pense qu'à un moment, il faut essayer de raisonner à froid et essayer de trouver les bonnes solutions. Merci Olivier Faure, merci d'être venu répondre aux questions là.